Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. 3 mois après sa réélection, est-ce que vous voyez ou pas un changement de méthode promis par le président Macron? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter depuis 7h du matin. Vous continuez bien sûr à voter et poster vos commentaires. Honnêtement, c'est un gros non à 98%. Vous ne voyez pas de changement de méthode, autant face aux oppositions à l'Assemblée nationale que sur le plan international. Vous savez quoi? Vous continuez à voter, à poster vos commentaires et on en débat tout de suite. Sud Radio, le débat de la semaine. Et comme à chaque fois, nous retrouvons nos deux éditorialistes, journalistes politiques. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence. Ça va bien ce matin? Oui. Oui. Oui, il fait très beau à Marseille, comme d'habitude. Ah oui. Mais il fait beau aussi à Paris, vous savez. Oui, c'est plus rare. Bonjour Yoann Gillet. Bonjour Laurence, bonjour France, il fait très beau à Tours, vous savez. Voilà, il fait beau à Tours aussi, vous voyez. Alors, premier commentaire, messieurs, à notre sondage avec beaucoup de messages. Bon, nos auditeurs, vous avez bien compris, pas du tout convaincus par un changement de méthode du président Macron. Il y a Jackie qui nous écrit, il dirige toujours la France comme une entreprise et prend les Français pour des employés. Il y a Todrick qui nous écrit, il ne changera pas de méthode, la seule qu'il connaisse, c'est diviser pour mieux régner. Ou encore Hassen, il est pire qu'avant, son côté antisocial est encore plus affirmé. François-Olivier Gisbert, changement de méthode ou pas? Clairement un changement de méthode. Il nous a annoncé pendant la campagne électorale qu'il changerait de méthode. Oui. Personne n'a rien compris d'ailleurs, parce que de toute façon, il n'y avait aucune précision là-dessus. C'était un petit gadget de campagne électorale. Et la vérité, c'est que je comprends très bien les réponses des auditeurs. Oui. C'est qu'il n'a pas changé. Ça, c'est autre chose. Il n'a absolument pas changé. Mais la méthode a changé pour une raison très simple, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une majorité relative pour Renaissance à l'Assemblée nationale. Donc, il faut discuter, il faut négocier, comme dans n'importe quelle démocratie. Et forcément, le régime est devenu un petit peu plus parlementaire. Vous savez, il y a un problème toujours de yin et yang en France. C'est-à-dire, quand le roi domine, on va le mettre par terre. Et quand il est par terre, on veut qu'il domine. En ce moment, il donne toujours le sentiment, il réussit, ça c'est vrai, il réussit toujours à faire croire qu'il domine, qu'il est le maître des horloges, mais il ne l'est plus. Parce qu'il n'a plus qu'une majorité relative. Il se retrouve dans la position de plein de dirigeants européens, il faut bien dire. Souvenez-vous d'Angela Merkel, toujours en train de négocier, un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Lui, il fait pas le boulot lui-même. Alors évidemment, c'est peut-être pour ça qu'on a le sentiment qu'il reste comme ça au-dessus. Et il fait pas le boulot lui-même, c'est Elisabeth Borne qui le fait. Mais enfin, le gouvernement ne gouverne plus comme avant. Non, ça, c'est clair. Cela étant, moi, je rejoins les auditeurs sur Macron est toujours un peu resté le même, c'est-à-dire un peu arrogant, incapable de déléguer, vous voyez, un peu, je pense qu'il a peut-être fait quelques petits progrès là-dessus, mais c'est pas exceptionnel. Le roi domine, pour vous aussi, Yoann Gillet? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron, il a changé de méthode. Avant, il donnait des coups de bâton. Puis quand ça se révoltait un petit peu, il distribuait des primes ça et là pour essayer de calmer tout le monde. Maintenant, il mène une politique de primes en permanence. Il donne l'illusion de mesures de pouvoir d'achat. Autrement dit, il gouverne par la carotte et il donne les coups de bâton par en dessous sans que ça se voit. C'est-à-dire, il détourne l'attention. C'est ce qu'on appelle la technique de l'enfumage. Donc, ça, pour moi, c'est ça le grand changement de méthode. C'est qu'avant, ça se voyait. Maintenant, il fait en sorte que ça se voit un peu moins. Par contre, dès que certains y voient un petit peu clair dans le brouillard, dans cette espèce d'enfumage, et qui réussissent d'ailleurs à mettre en difficulté la majorité relative du président à l'Assemblée nationale, là, la Macronie réutilise les vieilles méthodes. C'est ce qu'on a vu là avec les 500 millions d'euros donnés aux retraités, que l'opposition a réussi à arracher. Et en pleine nuit, c'est ça. En pleine nuit à 2h du matin, en faisant une seconde lecture, en faisant revoter, parce qu'effectivement, ça ne plaît pas. Donc rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est quelques effets d'optique différents dans le tour de magie. Et comme le dit Franck, c'est pas la méthode qui a changé, c'est la réalité. Il a permis au populisme de monter, maintenant il doit gouverner avec les populismes. Et comme je disais la dernière fois, il doit être très heureux puisqu'il peut faire du et en même temps. Vous faisiez allusion effectivement à cette histoire, c'était en pleine nuit, mercredi cette semaine d'ailleurs. Une mardi à mercredi. Oui, c'est ça. Mais en même temps, Elisabeth Borne, elle nous avait promis une méthode du compromis. Là, on est plutôt dans une méthode de passage en force, non François-Olivier Gisbert, qu'est-ce que vous en pensez?
Je reviens sur le yin-yang, c'est-à-dire que effectivement, elle peut pas faire du compromis 24 heures sur 24. De temps en temps, elle essaye d'imposer quelque chose. Mais on est plus aujourd'hui dans une culture de compromis, mais c'est une culture de compromis obligée. On peut pas faire comme si rien n'avait changé. C'est pas vrai. Le gouvernement ne gouverne plus comme avant. Il peut plus. Je sais que Mélenchon a traité les députés Renaissance de moutons, Corbière de godillots, etc. Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a, une nécessité de négociation sur plein de sujets. Alors, ça n'empêchera pas, évidemment, le gouvernement d'essayer de passer en force de temps en temps sur certains sujets. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans la période actuelle, c'est l'attitude du Rassemblement national, qui se pose par rapport, par exemple, aux Insoumis, notamment, qui se pose un peu en parti de gouvernement, qui doit être responsable. Notabilisation. Il se passe quelque chose de ce point de vue, parce que c'est vrai qu'il y a un effet de miroir avec la NUPES, enfin je pense plutôt aux députés d'ailleurs de la France Insoumise, qui sont de plus en plus braillards, qui font de plus en plus de bruit, qui insultent à tour de bras. Je suis très frappé quand même que Madame Panot ose traiter les députés macronistes. Dieu sait si je suis pas macroniste, de déchets, mais je trouve que là... Enfin, il y a des insultes dans les deux... Et François-Xavier Gisbert, il y a des insultes des deux côtés quand même. Non, mais on est tombé au fond du débat politique. Non, mais défendez-la si vous voulez. Mais enfin bon, c'est des mots qui n'ont pas leur place dans la bouche d'un élu de la République. Bon, mais pourquoi pas traiter de déchets, effectivement, puisque Ruffin a bien traité Macron de bâtard. Mais je trouve que là, si vous voulez, le vrai sujet... Aujourd'hui, vous voyez, avec cette espèce de nouveau style de Macron qui, je le répète, est imposé par les urnes parce qu'il ne peut pas faire autrement, eh bien, on assiste à une espèce de transformation du Rassemblement national qui n'a plus du tout la même image et qui n'est plus ce que les politologues appellent un parti tribunicien, qui est de moins en moins un parti tribunicien et qui fait semblant, en tout cas pour l'instant, enfin non sans une certaine réussite. Et qui porte la cravate. Dans les sondages, les sondages sont très bons pour Marine Le Pen. On a le sentiment vraiment qu'il veut faire semblant, enfin il veut gouverner avec quoi. De temps en temps, il ne joue pas en tout cas la politique du pire comme la France Insoumise. Bon j'imagine que ça fait forcément réagir Yohann Gillet, effectivement les députés RN qui portent la cravate aussi maintenant, c'est sûr. Qui porte la cravate, qui essaie de faire ce que Marine Le Pen essaie de faire depuis le départ, c'est-à-dire réussir à redorer le blason du FN. Le père Jean-Marie Le Pen, lui, pensait que c'était dans la provocation qu'on pouvait y arriver. C'était vrai jusqu'à un certain seuil. Et pour qu'il n'y ait justement pas de plafond de verre, Marine Le Pen a pris le relais en allant vers la dédiabolisation. Ça marche très très bien. Ils veulent gouverner depuis un bon bout de temps maintenant. Ils essaient de se fondre dans les ors de la République, dans les dorures de la République. Ils y arrivent très bien. Alors après, il y en a un ou deux qui s'époumonent, qui essaient de faire un petit peu quelques petits discours poujadistes, silence pour la France, qui s'excitent avec une réussite moyenne somme toute, parce qu'on voit bien le surjeu de l'affaire. Et on sent bien qu'il pourrait vite être grisé, si vous voulez, par cette espèce de respectabilité et la possibilité de s'installer comme ça en bas du perchoir et même parfois en haut du perchoir quand ils doivent assurer la présidence. C'est très intéressant de voir effectivement ce parti qui donne l'illusion d'une respectabilité. Après, la respectabilité, est-ce qu'elle est plus grande qu'à la NUPES? J'en sais rien. Là, par contre, où effectivement la NUPES, en tout cas la France Insoumise, joue contre elle, c'est qu'elle donne l'impression, elle, de passer maintenant pour les extrémistes, alors qu'ils se posaient en pourfendeur de l'extrémisme, en l'occurrence de l'extrême droite. Et là, c'est vrai qu'à un moment, à force d'essayer de vulgariser la politique, de la démocratiser et de vouloir ressembler au peuple, on finit par finalement ressembler au pire du peuple, c'est-à-dire simplement la vocifération, mais pas ce que le peuple peut produire de meilleur, c'est-à-dire la construction, le commun, le vrai commun, le consensus. Là, la NUPES, pas terrible là-dessus en ce moment. Bon, tout à l'heure, messieurs, dans quelques instants, on parlera du changement de cap ou pas, changement de méthode en ce qui concerne le président Macron sur la scène internationale, forcément, avec beaucoup de choses à dire, et notamment d'un point de vue diplomatique cette semaine. Vous restez avec nous, le débat continue. Il est 9h12. Sud Radio, le débat de la semaine. C'est la suite de notre débat sur Sud Radio avec les journalistes, éditorialistes politiques François-Xavier Gisbert et Yohann Gillet. On vous interroge sur Twitter 3 mois après sa réélection. Est-ce que vous voyez un changement de méthode promis par le président Macron? Vous êtes toujours vraiment une grosse majorité, 98% à dire non. On a parlé de son non-changement de méthode face aux oppositions, notamment à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'auditeurs qui postent aussi énormément d'images sur cette longue poignée
poignée de main entre le président Macron et le prince héritier saoudien. Forcément, on va parler aussi de son changement de méthode ou pas sur la scène internationale. François-Olivier Gisbert, qu'est-ce que vous avez pensé de la visite à l'Élysée de Mohamed Ben Salman ? Là, on est encore dans ce qu'on peut appeler l'indignation sélective. C'est-à-dire, Mohamed Ben Salman, c'est sûr qu'il est tenu pour responsable de l'assassinat du journaliste islamiste, journaliste islamiste, faut pas l'oublier, Khashoggi. Bon, c'est évidemment absolument condamnable. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une sorte de tollé quand Ben Salman arrive en France, alors qu'on n'a pas du tout le même tollé quand le président Erdogan, qui a pourtant fait tuer 3 Kurdes en France par ses services secrets il y a quelques années, qui d'ailleurs assassine à tour de bras, qui d'ailleurs envoie des bombes sur les Kurdes les Kurdes de Syrie en ce moment, qui a beaucoup de sang sur les mains. Ça fait pas de tollé. Comme d'ailleurs l'émir du Qatar, son allié El Thani, qui est venu dîner avec lui, avec Macron il y a peu de temps, c'était le 27 mai je crois, et ça n'a pas fait de bruit non plus. Et vous savez ce qu'on reproche en fait à Mohamed Ben Salman, c'est très simple. C'est sans doute d'être plus proche de l'Occident, voire d'Israël, que la plupart des intégristes musulmans qu'on reçoit facilement. Par exemple, quand vous avez les Iraniens, il n'y a pas de beau, etc. Il y a quelque chose de très troublant là-dedans. Enfin, c'est ce qui ne choque pas les défenseurs des droits humains. Attendez, les droits de l'homme, on est d'accord. Bah oui. C'est tout d'une pièce, pour tout le monde. Et ça doit être valable pour l'Arabie Saoudite, comme pour l'Iran, je suis désolé, et comme pour la Turquie. Pourquoi ne parle-t-on jamais, très peu, des droits de l'homme en Turquie ? Pourquoi d'ailleurs ? Bon, c'est vrai qu'Erdogan, le président turc, il représente la Turquie à l'intérieur de l'OTAN, donc c'est soi-disant un allié, mais vous savez très bien comment il se comporte. Vous savez très bien que tous les journalistes turcs un peu indépendants, ils ont des problèmes, ils sont souvent en prison, bref. Vous y voyez, Franz, vous y voyez une indignation sélective ou pas, Yohann Gelé, elle vous a choqué ou pas cette visite, cette longue poignée de main ou pas ? Ce que j'y vois, c'est que les droits de l'homme, ça coûte cher et que dans période de crise, on est obligé, apparemment, de ce que je vois, de ce que je comprends de ces relations diplomatiques, on voit bien qu'on est obligé de s'asseoir sur cette idéologie des droits de l'homme parce qu'aujourd'hui, il y a une déstabilisation économique. Ça fait mal, ça a commencé il y a très longtemps. Je me souviens qu'avec Serge Moati, on filmait déjà en 2014 les renoncements de la France. On tapait du poing quand la Russie envahissait la Crimée et en même temps, on faisait des yeux très, 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 très doux à la Chine pour signer des contrats de toutes parts. C'est le fameux et en même temps. Il ne faut pas croire que c'est l'apanage d'Emmanuel Macron, ça pour l'instant, le et en même temps. Et je comprends que ça choque. Moi, là, honnêtement, là-dessus, je n'ai pas d'avis parce que c'est très compliqué, la réelle politique. Tant qu'il y aura des nations, il y aura ce genre de compromis à faire. Donc la question, c'est tout simplement, est-ce que les nations sont encore d'actualité ? Mais ça, c'est un très long débat, un très très gros débat qu'on ne va pas entamer ici. Oui, mais c'est un vrai débat. C'est un vrai débat parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir avoir une politique universaliste, porter les droits de l'homme partout dans le monde, et en même temps vouloir survivre seul économiquement. Donc à qui est-ce que vous serrez la main ? S'il n'y avait que des parfaits démocrates, ce serait facile. Comme on sait que le monde est peuplé de dictatures ou de régimes autoritaires ou de régimes très loin d'être irréprochables, avec qui on va faire commerce ? Très compliqué comme question. Alors, autre changement de ton, là, pour le coup, et de méthode à l'égard de Poutine. Lors de son voyage diplomatique en Afrique, cette semaine, Emmanuel Macron a qualifié Moscou de l'une des dernières puissances impériales coloniales et l'a accusé de mener une nouvelle forme de guerre hybride dans le monde. Comment vous interprétez ce changement de ton et cette déclaration plutôt rentre-dedans, François-Olivier Gisbert ? On voit bien qu'il y a encore toutes sortes de balancements dans la politique de Macron vis-à-vis de la Russie. Il dit une chose, par exemple, il dit qu'il ne faut pas humilier Poutine, et puis là, c'est le en même temps, il va dire après qu'il y a une politique impérialiste de la Russie, une politique d'ailleurs, dit-il, du 19e siècle de conquête territoriale. C'était d'ailleurs absolument l'exacte vérité. Bon, est-ce que c'est maladroit ? Non, moi je ne pense pas. Je pense que c'est la politique étrangère, c'est ça aussi, c'est-à-dire de dire les vérités et puis en même temps d'essayer de reprendre la main ou de retendre la main plutôt plus exactement. Et je pense que
sur, disons, sa gestion depuis le début de l'affaire Poutine, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de négatif sur ce qu'a fait Macron. Je dirais qu'on n'est pas loin du sans faute. Il n'avait pas d'armes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de défense européenne. Il n'y a pas de division, hein, comme disait le pape. Je crois que c'était à Pierre Laval qui demandait à Staline de faire des efforts quand même pour les chrétiens qui étaient persécutés à l'époque. Et Staline avait répondu, le pape, combien de divisions? Bon, et c'est vrai que l'Europe, combien de divisions? La France, combien de divisions? Et c'est vrai qu'il a réussi quand même à essayer de garder un contact et à négocier alors que l'Europe n'a strictement dans cette affaire aucune carte. Et c'est ça qui est un peu troublant et angoissant. Et le fait qu'il n'y ait pas de défense européenne, je trouve que c'est un sujet qui devrait être évoqué. D'ailleurs, je vous signale quand même, c'est important, c'est une petite victoire de Macron qui a été très peu remarquée, mais c'est une petite victoire de Macron, c'est quand même qu'Olaf Scholz, le Premier ministre, le chancelier allemand, social-démocrate, faut pas oublier, lui dit maintenant, et c'est tout à fait nouveau, c'est une information intéressante, qu'il faut commencer à envisager la perspective d'une défense européenne. Il serait temps après l'invasion de l'Ukraine, hein, ça sera aussi un autre sujet. Il serait temps de s'intéresser à ce sujet. À l'égard de Poutine, changement de ton, changement de méthode, comment vous l'analysez, vous aussi, Johan Gillet? On a un décalage horaire, c'est-à-dire au moment où nous, on est dans une forme de continuité de la décolonisation, c'est-à-dire qu'on a commencé par la décolonisation des territoires, puis maintenant on est dans la décolonisation des esprits, on a le mouvement inverse avec la Russie. Alors problème, on va vers la volonté, en tout cas en apparence, d'une indépendance d'un certain nombre, notamment d'États africains avec lesquels on veut faire du co-développement, pendant que la Russie, elle, essaie de mettre la main et de les mettre sous emprise. Donc comment faire ? Donc forcément, Emmanuel Macron va en Afrique, il va parler avec les présidents des États africains pour essayer de leur dire ne vous faites pas avoir. Il a dénoncé même l'hypocrisie entendue en particulier sur le continent africain. Hein. C'est pas forcément un discours d'ailleurs qui est forcément bien passé là-bas. Hein. Mais voilà, c'est ça le problème. Oui, mais il y a une complaisance quand même des États africains vis-à-vis de la Russie. Mais il y a une complaisance. Il a raison, Macron, là-dessus. Il a raison, mais il faut qu'on fasse attention à ne pas leur reparler de nouveau comme on le faisait à l'époque de la France-Afrique, parce qu'on n'est plus en position de le faire comme ça. Donc nous sommes, si nous voulons traiter les pays d'Afrique d'égalité à égalité avec la France, qui est juste normal si on prend la souveraineté des États, il ne faut plus qu'on emploie ce ton-là. Et effectivement, là, on est piégé par notre réalité historique, notre temporalité historique, qui n'est pas la même que celle de la Russie, qui n'est pas le même mouvement. Et c'est très difficile. Honnêtement, je rejoins Franz, pardon, c'est jamais très bon en débat trop de consensus, parce que ce qu'on aime voir, c'est l'opposition des idées, évidemment. On n'est pas obligé de vous taper dessus tout le temps. Hein. Absolument, mais je rejoins Franz. Vous savez à quel point je suis sévère avec la politique de Macron, parce que je n'aime pas qu'on fasse passer les vessies pour des lanternes. Par contre, sur le plan de la négociation dans le cadre de cette guerre en Ukraine et de la présidence de la France dans l'Union européenne, j'ai trouvé que Macron, en tout cas, avait eu la bonne attitude, qui était celle du refus de l'humiliation, qui n'était pas le cas des pays anglo-saxons qui, eux, veulent faire plier la Russie, l'humilier, etc. Attention, on sait très bien où ça a mené. Franz l'a très bien expliqué dans le Schmock, dans son livre Le Schmock, ce que c'est que d'humilier des personnages de premier plan et des peuples de premier plan, même à des époques où ils sont affaiblis. Macron essaie d'éviter ça. La seule erreur de Macron, c'est d'avoir autorisé dans le documentaire dans lequel il s'est laissé filmer cette séquence de off diplomatique et de le diffuser au grand public. C'est très intéressant journalistiquement. Moi, je me suis régalé en tant que téléspectateur, mais en tant que diplomate, ils n'ont pas dû apprécier et c'est pas très bon. Vous pouvez nous rappeler ? Oui, vous savez, on voit Emmanuel Macron qui, dans le documentaire sur France 2, je crois qu'il lui a été consacré, dans le cadre de sa présidence de gouvernance européenne, on voit Emmanuel Macron qui parle avec Vladimir Poutine et qui diffuse ce propos, qui autorise la diffusion dans le documentaire de cette discussion normalement qui est soumise au secret diplomatique, et il a accepté que ce soit diffusé dans le film. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le secret diplomatique, ça n'existe plus. Et ça, c'est un affaiblissement pour la France sur son honneur, je trouve, et ça, c'est la faute qu'a pu commettre le président de la République dans le cadre de cette gestion de la crise ukrainienne, russo-ukrainienne. C'est ça. Dernier petit mot de la fin, très très court, François-Olivier. Dernier petit mot. Écoutez, on est forcément d'accord avec vos auditeurs
c'est vrai que la méthode n'a pas changé. C'est ça. Comment dire, le personnage n'a pas changé, mais là c'est le petit bémol que je mets par rapport aux réponses des auditeurs. La méthode a déjà changé et à mon avis va changer de plus en plus. C'est-à-dire qu'on est dans une nouvelle ère de la Ve République. C'est une sorte de, faut bien dire, ça n'est pas la cohabitation qu'on a connue autrefois, mais c'est ce qu'on peut appeler la majorité relative. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République avec la période de Mitterrand, vous vous souvenez, après les législatives de 88, où il lui manquait quelques voix pour refaire une majorité, qu'il a refaite d'ailleurs en intégrant les centristes. Mais là, c'est tout à fait différent, puisque le président n'a pas pu réintégrer LR. Bon, il se retrouve avec une majorité relative. Donc, le gouvernement doit négocier, et lui, comme ça l'embête de le faire, il le fait faire par Elisabeth Borne. C'est ça. Mais, de toute façon, c'est la fonction du Premier ministre. De la Première ministre, en définition. C'est son boulot. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une nouvelle ère. Il faut s'habituer à ça. C'est clair. Merci à tous les deux, Francine. Je sais que Johan avait envie d'en rajouter un petit mot. Et ben voilà, on se retrouve dimanche prochain. Merci beaucoup, Johan, Gilles. Merci, Franck-Olivier Gisbert. Allez, à dimanche prochain à suivre la petite file au l'été avec Vincent Cespès, il est 9h26.